PewDiePie. Dans cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle série de tutoriels sur la réalisation d'un processeur. On avait déjà commencé dans les 12 derniers épisodes de faire créer un CPU sur Logisim. On avait commencé à faire un processeur, je crois, 16 bits ou 8 bits. Donc c'était un petit peu fait à l'arrache, on va dire. J'avais pas énormément de connaissances sur le sujet à l'époque. C'était vraiment au début, je pensais que je pouvais faire des tutoriels de ouf. Je suis sûr que ça a aidé certaines personnes dans la réalisation ou même la compréhension d'un processeur. Mais je pense que déjà ces vidéos ne sont plus représentatifs ni de mon niveau, euh, ni d'un tutoriel capable d'apprendre à quelqu'un correctement avec précision comment réaliser un processeur parce que c'était déjà assez compliqué comment j'ai expliqué et tout. Tout ce qui était conversion binaire, hexadécimale, c'était assez long à utiliser quand même, sachant que des instructions en hexadécimal, il y en a des centaines de milliers par programme. Donc dès qu'on voulait faire un truc complexe, c'était assez long. Alors que tandis que le processeur que je vais vous présenter maintenant, que je vais vous apprendre à réaliser, est un processeur donc 32 bits avec 32 bits d'instruction, mais 16 bits de données, donc des registres de 16 bits. Dans tous les cas, 32 bits à manipuler, c'est beaucoup plus simple. Et dire même à partir de 16 bits, c'est beaucoup plus simple. Mais la façon dont je vais faire le processeur étape par étape, je vais plus du tout avoir besoin de convertir de binaire en hexadécimal, puisque les parties d'une instruction seront vraiment totalement découpées par 4 bits en fait. Par exemple, pour avoir la partie de l'opérande qui va être faire 8 bits, des registres sources 4 bits, registre de destination 4 bits, ainsi de suite. Donc ça va être beaucoup plus simple, même on peut presque à vue d'œil, on va dire, entre guillemets, voir une instruction à quoi elle correspond, ce qui était très dur euh, à faire pour l'ancienne série. Donc on va dire qu'en gros, je commence une nouvelle série sur GSIM, ça va être le CPU saison 2, entre guillemets. Et on va commencer tout de suite par réexpliquer les principes de base d'un processeur. Donc on va faire un processeur de type MIPS, mais pas vraiment MIPS puisqu'il n'y a pas de pipelining, c'est-à-dire que ça va être un cycle, single cycle, c'est-à-dire que normalement un MIPS va avoir plusieurs parties qui vont être exécutées une par une. Enfin, je pourrais expliquer en profondeur ce que c'est que le pipelining, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, ça va être un type de processeur précis, pareil que l'ancien d'ailleurs, mais beaucoup plus avancé je pense, et j'espère aller beaucoup plus loin avec, faire des exemples beaucoup plus concrets, et dans tous les cas ça sera plus sympa à faire que l'ancien processeur. Donc j'ai dit 16 bits de données, 32 bits d'instruction. Donc des registres de 16 bits, on va avoir un ALU bien, un nombre de registres plus conséquent, le fonctionnement va être plus propre aussi je pense, même si ça va être assez semblable. Mais dans tous les cas, ça va être beaucoup plus clair à voir, en tout cas, de comment on le réalise. Alors, on va commencer déjà par expliquer ou réexpliquer les étapes d'un processeur. On peut dire qu'un processeur peut être découpé en plusieurs étapes, que ce soit un processeur pipelined ou en un simple cycle. D'ailleurs, je vais arrêter de parler de pipelined maintenant. Ça, si vous voulez savoir ce que c'est, vous avez qu'à voir sur internet. J'expliquerai plus tard dans d'autres vidéos, je pense. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Bref, on peut décomposer en plusieurs étapes. On peut déjà dire que la première étape d'un signal d'horloge, on va dire, de l'exécution d'une instruction, ça va être de lire cette instruction justement en mémoire. Donc on va parler plutôt d'un côté abstrait, pas électronique, ou au niveau des signaux réels. Ça va être vraiment au niveau de logique, purement logique. Hein, on est sur Logisim, on n'est pas en train de faire du VHDL, du Verilog ou de faire de l'électronique avec des portes logiques réelles. Donc on peut dire qu'on peut commencer par la lecture de l'instruction, charger l'instruction de la mémoire, l'envoyer vers la prochaine étape, on va dire, qui va être le découpage, décodage de l'instruction. Donc on va lire l'instruction et on va la décoder. Alors décoder c'est un bien grand mot puisque ça peut être plein de choses. Dans notre cas ça va être vraiment un décodage pur et dur, c'est-à-dire on va découper l'instruction en plusieurs signaux qu'on va envoyer à certains endroits du processeur. Mais dans d'autres processeurs ça va être ce qui s'appelle le microcodage, c'est-à-dire euh, un signal, une sorte de petite mémoire qui contient des signaux qui vont changer selon l'instruction. Enfin voilà.
Il y a deux façons, on va dire, de décoder une instruction. Celle qui nous intéresse, ça va être la plus simple et la plus rapide et facile à mettre en place. C'est décodage pur et dur, c'est-à-dire qu'on divise l'instruction en plusieurs bits qu'on envoie aux différentes parties du processeur. C'est très simple à faire en tout cas. Ensuite, la troisième étape, ça va être l'exécution de l'instruction en elle-même. Donc globalement, on va dire que généralement ça se passe dans l'ALU, donc Arithmetic and Logic Unit, qui est en français l'unité arithmétique et logique, celle où on a les opérations logiques et donc tout ce qui est AND, OR, ainsi que les opérations arithmétiques, donc addition, soustraction, division, multiplication. Même si dans un processeur c'est divisé, hein, c'est pas au même endroit la division multiplication, c'est pas exactement les mêmes choses, ça fonctionne un peu plus lentement. Et enfin, la dernière chose qui va être en anglais, on va dire le write back ou retour en quelque sorte, c'est-à-dire le résultat, où est-ce qu'on le met, est-ce qu'on l'envoie en mémoire, ou est-ce qu'on le remet dans un registre. Voilà, c'est à cette étape que ça va être décidé. Euh, dans notre processeur, nous, il va rien avoir de spécial en fait de ce côté-là, à part l'envoi sur les bus externes au processeur ou récupéré depuis un bus externe, une entrée d'un périphérique. Donc on va pas avoir de trucs exceptionnels de ce côté-là, c'est pas non plus hyper important dans notre processeur. Alors, il y a ça, c'est quatre étapes, donc lecture de l'instruction, décodage, découpage de l'instruction, exécution de l'instruction, write back, retour de l'instruction. C'est le fonctionnement basique du processeur. Ensuite, on peut avoir des événements qui vont pouvoir changer ce flow, on va dire, de fonctionnement, qui vont être par exemple le branchement, le jump, les interruptions, une erreur quelconque. Donc les branch et les jump, en fait, c'est pour bouger d'un endroit à un autre du programme en fonction, par exemple, d'une condition, ou même d'ailleurs sans forcément avoir de condition. Alors la différence du branch et du jump, souvent, c'est que le branch va utiliser l'adresse actuelle et va ajouter ce qu'on va appeler un offset, qui va être une valeur, une constante qu'on rentre dans l'instruction ou la valeur d'un registre. Souvent, ça va être adresse plus telle valeur. Donc, on peut jamais, on va dire que le saut a une portée autour de l'instruction à laquelle on est, qui est limitée par la taille de cet offset. C'est utile pour faire des petits sauts, par exemple, des sauts assez simples, mais c'est assez limité quand on veut sauter à peu près n'importe où en mémoire. C'est là que le jump intervient, puisque le jump permet de sauter n'importe où en mémoire, vraiment à n'importe quel endroit. Ensuite, les interruptions, bah, je pense que c'est assez clair, hein, c'est des interruptions matérielles, interruptions logicielles. Interruption logicielle, on va pas voir, mais interruption matérielle, c'est possible. Donc, interruption matérielle, c'est quand, par exemple, on reçoit une entrée d'un clavier, d'une souris ou d'un périphérique externe, par exemple un disque dur ou quoi que ce soit. Il envoie une interruption, le processeur va arrêter ce qu'il est en train de faire et exécuter une partie de code. En tout cas, c'est ce qu'il va faire le processeur. Au niveau d'un processeur x86 ou 64 bits d'un ordinateur moderne, ça se passe pas exactement comme ça c'est quand même largement différent. Souvent, c'est quand même assez dépendant du système d'exploitation. Euh, mais voilà, après, ça commence à devenir extrêmement complexe. Nous, on va faire des interruptions matérielles hyper simples. C'est-à-dire, on a un matériel, on compare à une valeur ou quoi que ce soit, ou quelque chose dans le genre. Notre processeur va sauter à une partie dans le programme et va exécuter un bout de code. Ça, ça va être quand même assez avancé comme conception. Ça va pas être tout de suite qu'on va s'attaquer à ça, mais c'est une partie quand même drôlement intéressante, je pense, en tout cas à connaître, puisque c'est vraiment quelque chose qui coupe vraiment court, qui arrête, on va dire, quelque sorte de fonctionnement vraiment basique d'un processeur, un fonctionnement normal, et fait quelque chose d'assez complexe, manipule des données un peu n'importe où, avec les vecteurs d'interruption, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique, je trouve. Donc voilà, toutes les instructions qui permettent de changer le flow de fonctionnement d'un processeur normal. Après, il y en a peut-être d'autres que je connais pas. J'ai pas une connaissance illimitée dans le domaine. On peut ensuite séparer les étapes que j'ai dit, donc lecture, décodage, et ainsi de suite, grossièrement en parties d'un processeur. C'est-à-dire qu'on a une partie qui va vraiment être faite pour l'exécution, comme j'ai dit, l'ALU par exemple. Donc on peut compter dans la lecture de l'instruction le compteur de programme, donc programme counter, qui est celui qui contient l'adresse de l'instruction actuelle.
qui s'incrémente, qui permet aussi de charger directement une adresse, par exemple avec le branchement et le jump, et la mémoire programme. Donc ces deux parties-là peuvent être sont ensemble quand même, mais pas dépendantes l'une de l'autre réellement. Ensuite, pour le décodage, le décodeur, voilà, hein, rien de particulier. L'exécution, on a l'ALU, on a d'autres parties aussi qui servent à l'exécution, mais c'est des petites parties distinctes. Là, l'ALU, c'est vraiment l'exécution. Et enfin, tout ce qui est write back, retour de l'instruction, ça va être la mémoire ou mémoire cache, et les registres. Donc les registres sont une partie un petit peu à part du processeur, puisque ils ne correspondent pas vraiment à une étape dans le processus de réalisation d'une instruction. C'est vraiment une partie hyper importante d'ailleurs. Il faut bien la gérer cette partie-là. Notre côté sur Logiciel, on n'a pas trop de problèmes, mais en vrai c'est quand même assez crucial, hein, les registres dans un processeur. Faut qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'il y en ait quand même assez. Donc c'est fini pour tout ce qui est discussion. On va commencer tout de suite par la réalisation de la partie mémoire. Donc on va pouvoir déjà prendre une ROM. Donc, une ROM avec en adressage 24 bits et en données 32 bits. Donc voici le contenu. C'est cette mémoire. Donc l'architecture, oui, je reviens sur l'architecture. On va prendre l'architecture Harvard, si c'est bien celle que je pense, qui sépare la mémoire du programme et la mémoire donnée. Donc ça va être deux parties distinctes. Donc pour revenir à notre processeur, on va poser une ROM. Une ROM. On pourrait prendre une RAM sans avoir de lecture d'écriture, mais on s'en fout. Hein. 32 bits et 24 bits. Alors on pourrait prendre 32, on peut pas prendre 32 bits malheureusement, mais c'est largement suffisant. 24 bits déjà, quand vous aurez réussi à remplir les 24 bits les 16 mégaoctets je crois, 16 mégaoctets de mémoire de mémoire programme, je pense que vous aurez même plus besoin de mes tutoriels. À part si vous faites que remplir avec des additions de soustraction. Là, ce cas-là, c'est pas pareil. Ensuite, on va voir le compteur, donc programme counter, hein, clairement. Alors, il faut avoir une certaine distance entre les composants au début, parce qu'on risque de rajouter des choses au fur et à mesure qui vont nécessiter par exemple de couper ces câbles. Comme ici, on aura par exemple un multiplexeur pour charger une mémoire externe, puisque moi j'aime bien avoir le petit carré, on va dire, processeur, comme ça le petit carré, le gros carré avec les périphériques dans un autre programme que d'avoir directement les périphériques à côté du processeur en circuit. Ce que pour charger la mémoire, c'est mieux d'avoir la mémoire à l'extérieur. Bref, passons. Ici, on va voir le décodeur. Et là, on a plein de choses, plein de câbles, plein de trucs. Alors, première chose, voilà, on va faire ça. Ici, en fait, il s'agit de l'entrée donnée. Donc, c'est l'entrée de chargement qui va être utilisée déjà par tout ce qui est le branch et jump. Et ces deux trucs-là, c'est pour incrémenter ou charger. Donc, par défaut, il faut que celui-là soit alimenté pour que ça augmente de 1 à chaque signal d'horloge. Mais pour qu'on puisse charger une adresse, il faut que celui-là soit alimenté. Donc, on a juste à avoir un seul câble avec une porte non. Voilà. Oula. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc en gros, quand ce câble sera allumé, ça chargera l'adresse qui est ici dans ce fil de données dans le compteur. Donc c'est vraiment ce fil-là sera utilisé pour tout ce qui est branchement et jump. Ensuite, on va voir l'horloge quand même. Hein. Ça serait plutôt pas mal. Une petite horloge qu'on va mettre là, ici. Souvent, en fait, je parcours une grande distance avec dans tout le processeur. Mais là, je pense pas que ça sera forcément utile. Donc là, on a un début, hein, vraiment un début très simple. Je vais quand même aussi un petit peu déplacer tout ça pour que ça soit plus écarté au cas où on ait besoin de tout déplacer le processeur entier, ce qui est déjà arrivé dans certains des processeurs que j'ai fait. Voilà, donc là on a vraiment le tout début. Là on peut déjà tester des trucs. Hein. Voilà, ça se déplace. Ça va charger à chaque fois. euh, Ça va charger une nouvelle ligne. Alors ensuite il faut remettre
à 0 avec ça. Non, oula. Oulala. Alors mon ordinateur fait encore du bruit. On va rajouter une pin là. Et cette pin, on va l'appeler reset. C'est celle qui sera aussi accessible de l'extérieur quand on aura le processeur en forme carrée pour remettre à 0 le compteur depuis l'extérieur. Ensuite, on va faire un nouveau circuit qui sera le décodeur d'instruction. Mais on va attaquer ça dans le prochain épisode. Je vais quand même d'abord, avant de finir cet épisode, expliquer le décodeur. Donc le décodeur, il va fonctionner avec donc le splitter. J'avais déjà expliqué dans le dernier épisode, qui va découper en plusieurs parties. Alors après, c'est assez intéressant, c'est que le décodeur d'instruction, c'est vraiment celui qui va, à partir de quel et que vous allez concevoir en fonction du jeu d'instruction. Donc moi, ce que je fais, j'utilise jamais en tout cas dans les processeurs que je fais sur Logisim, toutes mes instructions, les parties d'une instruction sont divisées par 4 parties de 4 bits. Donc, par exemple, l'opérande va faire 8 bits, registre source 4 bits, registre destination 4 bits, ainsi de suite. Toujours par 4 bits pour pas avoir un convertisseur. Du coup, mon décodeur, il fonctionne toujours par 4 bits. Et je réalise tous mes jeux d'instruction de cette façon-là. Et après, c'est en fonction du placement des bits dans mon jeu d'instruction que je réalise le décodeur en fonction justement de ce jeu d'instruction. Il faut bien réfléchir, c'est une partie assez cruciale quand même, le décodeur, puisque c'est lui qui va transformer votre instruction en signaux qui seront transmis partout dans le processeur. Et faut pas faire un petit peu tout n'importe quoi, puis après rechanger, ou oublier des trucs, mal gérer. Par exemple, un exemple assez simple que j'ai fait, c'est que dans un processeur, j'avais un décodeur avec plusieurs sorties, et une sortie, c'était la sortie constant jump, je l'appelais, qui permettait de faire un saut avec 24 bits. Le seul problème, c'est que j'avais oublié, c'est que les 24 bits, dans les 24 bits, il y avait plusieurs bits qui étaient utilisés pour les sources, les sélections du registre source, registre destination, et qu'en gros, quand je faisais un saut, tout ce qui se passait là, il y avait plein de trucs qui se passaient, qui pouvaient corrompre les données, les registres, et corrompre des registres, c'est un peu plus grave quand même que corrompre des données d'un disque dur ou même de la RAM. C'est un autre niveau quand même. Et j'y avais pas pensé, du coup j'ai dû remanier pas mal d'éléments d'ailleurs dans le processeur. Donc voilà, le décodeur c'est une partie importante. Donc dans le prochain épisode on verra le décodeur. Une petite partie ici, je pense on va faire le système de jump déjà de base pour éviter d'avoir ce fil bleu et rouge là. Ça me gêne toujours. Et après on verra tout le reste, tout ce qui est alu et mémoire, peut-être mémoire cache, pas dans le prochain épisode, dans un autre épisode. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre épisode sur Logisim. Salut tout le monde.